Alors l'origine de ce livre vient de ce que j'ai eu l'occasion de faire visiter l'hôtel de ville au Mussy-Pontin, et je me suis aperçu qu'il y avait peu de renseignements, et surtout des renseignements très incomplets, voire faux pour certains. Et en particulier, les tapisseries qui sont dans cette salle du conseil municipal de Pont-à-Mousson, n'étaient pas identifiées, sauf une qu'on verra tout à l'heure, qui est facile, c'est le jugement de Paris, mais les autres paraissaient inconnues. La première tapisserie de cette série, c'est celle-ci. Et ça a été la source certainement de toutes les erreurs d'interprétation. Vous voyez deux personnages qui tiennent un enfant, et on imagine tout de suite que c'est Moïse sauvé des eaux. En fait, c'est pas du tout ça. En reprenant l'histoire du berger Paris, on sait que ce berger, cet enfant qui vient de naître, a été abandonné par ses parents étant pour le père le roi de Troie Priam, et sa femme, en attendant la naissance de celui qui sera le berger Paris, a eu un songe terrible qui prévoyait que cet enfant allait entraîner les pires calamités pour la ville de Troie. Et c'est la scène que l'on voit ici. Ce sont le berger et sa compagne qui recueillent l'enfant et qui vont l'élever comme leur fils, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. On voit très bien ici. Alors vous voyez ici un jeu de main entre le berger et la bergère, donc c'est Paris et Eunon. Vous voyez qu'ils se tiennent par la main, mais Eunon lève le doigt. Il faut maintenant connaître Eunon. Eunon n'est pas une simple bergère, c'est une nymphe qui a le pouvoir de guérir et le pouvoir de deviner l'avenir. Elle lève le doigt et elle lui dit « Non, non, Paris, aujourd'hui tu me jures un parfait amour, mais tu me trahiras pour partir avec une autre et tu viendras pour que je te guérisse, car j'ai le pouvoir de te guérir. » Une scène, la seule qui a été identifiée, elle est facile à identifier, c'est le jugement de Paris. On voit au milieu Paris qui, de sa main droite, donne la pomme à Aphrodite. Paris est envoyé par son père en ambassade auprès d'autres rois de Grèce, pour des raisons familiales, et Paris, qui se rappelle de la promesse d'Aphrodite, en profite pour aller voir celle qui lui est promise, la belle Hélène. L'autre sujet est connu cette fois, ce sont les 4 séries qui sont dans la salle du mariage, ce sont les conquêtes d'Alexandre, qui sont des copies de tapisseries célèbres faites par les Gobelins à la demande de Louis XIV. Donc c'est l'histoire d'Alexandre, avec sa première victoire sur le passage du Granique. Ensuite, Alexandre victorieux va faire prisonnier l'ensemble du campement de Darius, qui poursuivait avec sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Il les pardonne, il va continuer ses victoires, et pour arriver à faire son entrée dans Babylone, c'est le sujet de la 3e tapisserie, c'est certainement la plus riche et la plus connue, on en connaît de nombreuses copies, et la dernière scène, c'est l'entrevue d'Alexandre et de Porus. Porus, à la suite de sa dernière victoire, il était arrivé jusqu'aux confins au nord de l'Inde, au Pendjab, qui était donc sous la royauté de ce roi Porus. Il l'a vaincu et le roi blessé est présenté à Alexandre. Et là, il y a un épisode célèbre. Alexandre s'adresse à Porus et lui dit « Comment veux-tu être traité ?» L'autre répond
fièrement en roi. Et on remarque encore tous les signes de la royauté et de la Lorraine, c'est-à-dire que les deux aigles qui figurent en haut, de part et d'autre de l'horloge, font partie des armes des ducs de Lorraine ou de la Lorraine. D'ailleurs, on les voit très bien, ils ont en collier une croix de Lorraine en sautoir. Arrive la Révolution, Thouars d'Oriol part de France en septembre 89, et ensuite c'est un conseil municipal, donc laïque et républicain, qui va reprendre les travaux, et c'est pourquoi l'intérieur maintenant, et en particulier le grand salon, est tout à fait emprunt de l'an 1 de la République. Les trophées, les statues doivent être identifiés comme symboles de la République, en particulier les deux statues qui jusqu'à présent avaient été identifiées comme Diane et Minerve, sont en fait l'une le symbole du siècle des Lumières et l'autre, Athéna, le symbole de la Première République. On peut se poser la question de l'origine de tous les décors de l'intérieur de l'hôtel de ville. On sait que la façade a été faite pendant sous Thouars d'Oriol. Le grand salon est une volonté du conseil municipal de l'époque, mais en 1790-91, pour terminer les travaux, il y a d'autres témoignages qui le prouvent, il n'y a plus beaucoup d'argent. C'est déjà une raison pour laquelle le conseil municipal a choisi de faire la décoration du grand salon en stuc et non pas en boiserie ou en tapisserie parce que ça coûtait moins cher. Mais il se trouve qu'en 92, fin 92-93, les biens des monastères sont saisis et vendus. Et en particulier les prémontrés, qui avaient un très riche décor à l'intérieur, vont vendre, enfin du moins seront vendus par adjudication, les boiseries et les tapisseries. Et pour terminer la décoration de l'intérieur de cet hôtel de ville, qui n'a pas fini, la municipalité, les élus de l'époque, vont acheter par adjudication la totalité des boiseries et des tapisseries que l'on voit maintenant dans l'hôtel de ville.